Bienvenue à tous. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons le plaisir d'accueillir Son Excellence Kanwal Sibal, ancien secrétaire aux Affaires étrangères de l'Inde et chancelier de l'Université Jawaharlal Nehru. Dr Sibal, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté cela. Vous avez en fait tweeté à propos de l'incident survenu la semaine dernière, au cours duquel les États-Unis ont coulé un navire iranien qui rentrait d'un défilé en Inde, à l'invitation du gouvernement indien. Sur le chemin du retour, il a été coulé par les États-Unis et je crois qu'environ 80 marins sont morts. Les États-Unis ont également refusé de secourir les survivants. Pouvez-vous nous donner votre évaluation de cette affaire et nous dire à quel point vous pensez qu'elle est importante pour l'Inde? Vous savez, cet exercice que l'Inde organise tous les 2 ans s'appelle l'exercice Milan. En hindi, Milan signifie se rassembler ou confluence. L'ensemble de l'exercice vise à encourager et à mettre en place des mécanismes de coopération sur le terrain dans l'océan Indien afin de promouvoir la paix et de sécuriser ces lignes de communication si importantes, car c'est par l'océan Indien que transitent l'énergie et le commerce, en particulier vers l'Asie de l'Est, ce qui est absolument crucial. Aujourd'hui, de nombreux pays y participent avec leur marine, et l'Inde dispose d'une marine très puissante, peut-être à part les États-Unis, qui ne sont pas une puissance de l'océan Indien, la plus forte de la région. Notre objectif a toujours été de créer un climat de confiance parmi les pays côtiers, les pays de l'océan Indien, quant au programme positif que la marine indienne met en œuvre pour favoriser la compréhension mutuelle et la sécurité. En d'autres termes, le but de tout cet exercice est de promouvoir la paix et la compréhension. L'Iran avait été invité à cet exercice, qui comprend une revue navale et un défilé devant notre présidente, qui reçoit le salut. Et le contingent iranien a également défilé devant elle. Ils étaient donc nos invités. Les Américains avaient eux aussi été invités et avaient participé régulièrement par le passé. Mais cette fois, à la dernière minute, ils se sont retirés. Mais d'après ce que je comprends, leur avion P-8, leur avion de surveillance maritime extrêmement performant, a bien participé à l'exercice. Il semblerait toutefois que les Américains aient décidé de se retirer à la dernière minute parce que la marine iranienne y participait et qu'une armada américaine était massée autour de l'Iran dans la région du Golfe Persique. Comme ils disposaient de cet avion de surveillance maritime, je suppose qu'ils pouvaient suivre les déplacements du navire. Lorsque le navire a quitté la côte indienne, le port indien, et se trouvait dans la ZI du Sri Lanka, il a été coulé. 80 personnes sont mortes, 30 ont été secourues, et d'autres sont portées disparues, car il y avait un contingent plus important à bord. Comme je l'ai dit, l'Inde a été très active dans la création de ce sentiment de confiance mutuelle dans l'océan Indien. Nous avons un concept appelé Sagar, qui en sanskrit signifie océan, mais qui représente sécurité et croissance pour tous dans la région. Et puis nous avons Mahasagar, qui signifie grand océan, et qui présente également l'Inde comme un fournisseur net de sécurité dans l'océan Indien. Car nous avons toujours été les premiers à intervenir en cas de tsunami ou de catastrophe naturelle, et ainsi de suite. Toute notre philosophie dans l'océan Indien est très différente de celle des Américains. Eux ont apporté la guerre dans l'océan Indien. Maintenant, s'ils avaient coulé ce navire près du Golfe Persique, alors qu'il était presque rentré chez lui, et c'est une zone de guerre, une zone de conflit, cela aurait présenté pour nous une image quelque peu différente. Mais le faire dans notre voisinage, dans le contexte que j'ai expliqué, est à mon sens
totalement inacceptable. Et les Américains ne nous ont pas mis dans la confidence. Ils savaient que cela nous mettrait dans l'embarras. L'opinion publique indienne, en particulier l'opposition, est très agitée par le fait que les Américains aient fait cela et que le gouvernement ne l'ait ni condamné, ni même exprimé de condoléances pour la perte de vies humaines. Cela est donc devenu une question politique assez brûlante en Inde. Voilà le contexte. Et où ça place-t-il l'Inde aujourd'hui? La guerre, les États-Unis et Israël l'ont en réalité déclenchée seulement quelques jours après la visite de votre Premier ministre, Narendra Modi, en Israël. Il a tweeté très publiquement à propos de sa visite à son grand ami Benjamin Netanyahou, et il a été très transparent à ce sujet. On a vraiment fait un moment de communication. Puis, seulement quelques jours plus tard, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, et ensuite, ce navire a été coulé. Alors, cela change-t-il désormais la manière dont le gouvernement Modi peut ou choisit de gérer sa relation avec Israël ou avec les États-Unis? Eh bien, vous savez, avec Israël, nous entretenons une relation de très longue date. Ils nous ont été extrêmement utiles sur le plan de la sécurité à des moments critiques. Comme ils se sentent eux aussi visés par le terrorisme, nous sommes sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de le combattre, car nous en avons souffert pendant très, très longtemps. Et en ce qui concerne les équipements, le matériel et les technologies pouvant nous aider à lutter contre le terrorisme, ils nous ont beaucoup aidés par le passé. Ils sont aujourd'hui une source majeure d'équipements de défense pour l'Inde. En fait, leur plus grand partenaire de défense au monde en termes d'exportation d'armes israéliennes, c'est l'Inde. Et puis il y a d'autres domaines, l'agriculture par exemple, où leurs technologies ont également profité à l'Inde. C'est donc une relation de longue date. En même temps, ces dernières années, nous avons vraiment renforcé nos liens avec les pays du Golfe, en particulier avec les Émirats arabes unis, qui sont devenus notre principal partenaire dans la région et le centre de gravité de notre politique là-bas, aux côtés de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est également devenue un partenaire proche, quoique dans une moindre mesure. Ces deux pays ont d'ailleurs coopéré avec nous dans les activités de lutte contre le terrorisme, surtout les Émirats arabes unis. Et puis, comme vous le savez, il y a tous ces projets dits de U2, l'Inde, Israël, les États-Unis et les Émirats arabes unis, en matière de coopération future. Cela se passait où il semblait que les accords d'Abraham gagnaient en dynamique. Et l'Arabie saoudite a également participé à cette vaste refonte du Golfe en ce qui concerne sa relation avec Israël. Comme vous le savez, il y a l'IMEC, le corridor économique Inde-Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite fait partie. Le concept initial prévoyait qu'il irait jusqu'à Haïfa, puis de Haïfa à la Grèce, donc Israël en faisait partie. Et vous le savez comme moi, en coulisses, Israël et l'Arabie saoudite ont entretenu un dialogue très constructif et étroit. Cela n'a jamais été mentionné publiquement. Bahreïn a également établi des relations diplomatiques avec Israël, tout comme les Émirats arabes unis. Nous avons donc eu la possibilité d'équilibrer nos liens à la fois avec Israël et avec les pays du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis, avec lesquels nous avons signé l'accord de libre-échange en 90 jours. Et cela a réellement profité aux deux parties. Notre commerce bilatéral a atteint 70 milliards de dollars et d'ici 2030, il atteindra 100 milliards de dollars. Nous sommes liés aux Émirats arabes unis et cette région, en particulier les Émirats, se concentre sur les technologies du futur, car leur ambition a toujours été de devenir un centre des technologies avancées, l'IA, les semi-conducteurs, voire l'espace et bien d'autres domaines. Ils ont les moyens financiers et se préparent désormais à une ère où ils n'auront plus à dépendre du pétrole pour leur développement.
Ils élaborent donc un modèle de croissance différent, dans lequel l'Inde, leur voisin historique, dispose des capacités et du talent humain nécessaires pour passer à l'échelle supérieure. Il existe une véritable synergie d'intérêts, notamment en matière de sécurité alimentaire. L'un de nos plus grands produits d'exportation vers cette région est la nourriture. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi à maintenir un équilibre. L'Iran a été un sujet de préoccupation. Mais ensuite, il y a eu des progrès tangibles et visibles dans les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Progrès qui ont été en partie facilités par la Chine vers la fin. Ils ont rétabli leurs liens diplomatiques. Un sentiment de confiance commençait à se développer, car l'Arabie saoudite, avec ses propres plans de développement, le projet NEOM, très ambitieux, bien qu'il ait été réduit depuis, avait besoin de paix au Moyen-Orient, dans cette région. Car sans paix, avec une menace constante de conflits et de guerres, les investissements que l'Arabie saoudite espérait n'auraient pas afflué, et ainsi de suite. Or, ce modèle s'est désormais effondré. L'Iran, en raison de la guerre menée contre lui par les États-Unis et Israël, qui, à mon sens, est totalement injustifiée et constitue une très grave erreur, en a souffert. Very serious mistake that they have committed, and it is not in their hands to. Et ce n'est pas entre leurs mains de résoudre le type de situation qu'ils ont créé à court ou moyen terme. Cela va être un énorme problème pour l'Inde. En avançant, je peux expliquer pourquoi. Mais nous n'avons pas beaucoup de cartes à jouer, car c'est une guerre que l'Israël a voulu et que les États-Unis ont voulu, en ignorant totalement les intérêts non seulement de l'Inde, mais de toute cette région, et en réalité du monde entier, car les répercussions sont mondiales. Ils n'ont pas réfléchi à tout cela. Ils pensaient que ce serait comme au Venezuela. On intervient, on enlève le chef d'État et tout est réglé. On place un collaborateur qui coopère avec vous, et le régime reste en place, mais coopère avec vous. Ce n'est absolument pas un modèle qu'ils auraient pu suivre en Iran. Une erreur d'appréciation totale. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. I share that assessment, complete misjudgment, but Je partage cette évaluation. Une erreur de jugement totale. Mais la question pour l'Inde est la suivante. Où cela laisse-t-il sa politique étrangère? Parce que d'un côté, l'Inde a entretenu de très bonnes relations avec tous les alliés des États-Unis dans la région, et pas une relation très étroite avec l'Iran, mais je suppose une relation de travail. L'Inde a même invité les Iraniens à participer à ce que l'on pourrait appeler des mesures de renforcement de la confiance, pour dire, d'accord, même si nous ne sommes pas très proches, au moins entretenons une certaine coopération, même de marine à marine. Je veux dire, ce sont des efforts très importants à entreprendre. Et maintenant que cette guerre a commencé, et qu'il s'agit clairement d'une guerre d'agression flagrante, n'est-ce pas? De la même manière que l'Inde, je pense, a vu la Russie comme l'agresseur dans la guerre contre l'Ukraine, mais a ensuite déclaré « Nous n'allons pas imposer de sanctions » et a été vivement critiqué par les Européens et les Américains pour ne pas l'avoir fait et pour avoir poursuivi le commerce du pétrole. L'Inde a tenu bon. Alors, où cette guerre place-t-elle l'Inde? Et pensez-vous qu'il y ait à nouveau une position sur laquelle l'Inde puisse s'appuyer pour dire non, nous allons défendre notre position maintenant? Quelques points. D'abord, nous n'avons jamais adopté la position selon laquelle la Russie est l'agresseur en Ukraine, car nous sommes à distance et pouvons donc juger objectivement de ce qui a déclenché l'intervention militaire russe là-bas. Il y a toute une histoire qui remonte à l'époque de l'effondrement de l'Union soviétique et au début de l'expansion progressive de l'OTAN. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, tout le monde le sait.
J'étais ambassadeur en Russie. J'ai donc une bonne compréhension de ces préoccupations Russie. What Russia's concerns have been. In fact, I was there at a time when Bill En Burns fait, was the US ambassador. j'étais là à une époque où Bill Burns était ambassadeur des États-Unis en Russie et nous avons eu des échanges. Je sais ce qu'il pense, ce qu'il a d'ailleurs révélé dans son livre The Back Channel, où il a tenté avec insistance de dire au gouvernement américain « S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN ». Ce n'est pas seulement une préoccupation du Kremlin, c'est une préoccupation de la Russie. Quoi qu'il en soit, en gardant cela à l'esprit, j'étais ambassadeur en Russie lorsque Poutine a prononcé son discours de Munich en 2007, donc je m'y connais un peu. Nous n'avons jamais considéré la Russie comme un agresseur en Ukraine, compte tenu de l'histoire. Bien sûr, il est vrai que si l'on isole simplement ce qui s'est passé en 2022 et qu'on l'examine uniquement dans le cadre de la Charte des Nations Unies et du droit international, on peut dire qu'il s'agissait d'une violation de la souveraineté et de l'intégrité d'un État. Mais qu'est-ce qui l'a provoqué? Et je ne parle même pas des accords de Minsk, dont Merkel et Hollande ont tous deux déclaré qu'ils visaient à gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus constamment au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Assemblée générale, pour cette raison. Nous croyons sincèrement que même si la Russie peut être en tort pour ce qu'elle a fait, il y a une histoire derrière tout cela. Et ceux qui veulent que nous condamnions la Russie n'ont pas, eux non plus, les mains propres. Oui, Et donc voilà un aspect. L'autre concerne l'Iran. Lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai convaincu notre gouvernement d'inviter le président Khatami comme invité d'honneur pour notre fête de la République. L'Iran a été par le passé le deuxième plus grand fournisseur de pétrole de l'Inde, et à certains moments, il a même été le premier fournisseur pendant une courte période. Nous entretenions donc une relation très étroite avec l'Iran. Nous avons investi dans leur champ de South Pars et dans d'autres projets. Ensuite, nous avons poursuivi avec le projet de Chabahar, qui est essentiel pour l'accès à l'Afghanistan et à l'Asie centrale. Et il y a le corridor international de transport nord-sud, reliant la côte ouest de l'Inde, via l'Iran, à la Russie, ce qui est à nouveau très important si nous envisageons d'élargir nos liens commerciaux avec la Russie et d'offrir à la Russie une route terrestre vers l'Inde et au-delà. Il y a donc eu beaucoup d'intérêt dans notre relation avec l'Iran, mais en raison de la pression exercée par les États-Unis, menaçant de sanctions si nous poursuivions le commerce pétrolier avec l'Iran, nous avons reculé. Et par conséquent, depuis 2018, nous n'avons acheté aucun pétrole à l'Iran, même si l'Iran est juste à côté. d'accord. Par le passé, je sais qu'ils ne voulaient pas que nous ayons de contact entre les forces de défense indiennes et les forces de défense iraniennes. Mais malgré tout, nous les avons invités à nos exercices. Notre Premier ministre s'y est rendu. Les présidents iraniens, Rouhani, Ahmadinejad, sont venus en Inde. Notre ministre des Affaires étrangères s'est rendu en Iran. Notre ministre de la Défense s'est rendu en Iran. Donc, nous maintenons notre relation avec l'Iran, en sachant qu'il existe de très très grands obstacles à cause des politiques américaines, et compte tenu du fait que nos intérêts dans le Golfe l'emportent largement sur nos intérêts avec l'Iran, qui demeurent néanmoins présents. Nous avons donc renforcé nos liens avec les pays du Golfe et maintenu notre relation avec l'Iran à un niveau qui ne nous cause pas de problème. Mais désormais, ce modèle de politique dans cette région a été sérieusement perturbé par ce que les États-Unis et Israël ont fait. Si nous apportons une quelconque forme de soutien à l'Iran, nous nous retrouvons en désaccord avec les États-Unis, Israël
et les pays du Golfe. Et si nous nous alignons totalement sur les États-Unis, Israël et les pays du Golfe, nous risquons de compromettre notre relation avec l'Iran, tout en sachant que la guerre est totalement injustifiée. C'est donc une politique difficile à mener, et nous continuerons à faire ce que nous pouvons. Vous savez, ma chaîne et mon domaine d'étude s'appelle Neutrality Studies, parce que je m'intéresse aux acteurs neutres, non seulement à ceux qui proclament leur neutralité, mais aussi à ceux qui se retrouvent dans cette position simplement en raison de l'endroit où ils se trouvent, de ce qu'ils font et de leurs intérêts. Et la chose la plus naturelle en temps de conflit, c'est que chaque camp essaie soit d'attirer les neutres à lui ou à lui, soit de les éloigner de l'ennemi. Pensez-vous que le naufrage de ce navire dans l'océan Indien, pendant l'un de ces exercices, était en réalité destiné à envoyer un signal clair à l'Inde? L'interprétez-vous ainsi? Ou pensez-vous qu'il s'agissait simplement des États-Unis cherchant à éliminer les atouts que l'Iran possédait? Je pense que cette a été la seconde option. Parce que, vous savez, nous participons à des exercices très élaborés avec les États-Unis appelés exercices Malabar, qui sont ensuite devenus quadrilatéraux avec la participation du Japon et de l'Australie. Aujourd'hui, les 4 pays participent à l'exercice Malabar, et chaque année, il devient de plus en plus complexe, avec des navires, des sous-marins et d'autres équipements de plus en plus avancés. En plus de cela, le plus grand nombre d'exercices militaires que nous menons avec un pays, quel qu'il soit, se fait avec les États-Unis d'Amérique. Armée de terre, marine, armée de l'air, ainsi que des exercices interarmés trilatéraux que nous réalisons avec eux. Donc les États-Unis n'avaient pas besoin de nous envoyer un message en coulant le navire iranien ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux dire, si l'idée était de dire « Regardez, vous devriez être davantage dans notre camp », entre guillemets, en ce qui concerne les exercices militaires dans l'océan Indien ou vis-à-vis de la Chine. Nous y sommes déjà avec la menace chinoise à l'esprit, franchement. C'est censé être un moyen de dissuasion contre la Chine, et ainsi de suite. Je pense que c'était exactement cela, Diagang Guo. Et j'ai été choqué lorsque le président Trump, dans l'un de ses récents discours, a dit « Écoutez, vous savez, j'ai demandé à mes gars, vous avez coulé 27 navires. À quel point étaient-ils avancés? » Ils ont répondu « Monsieur, les plus avancés. » Il a dit « Pourquoi ne les avez-vous pas capturés? » Ils ont répondu « Non, non, c'est plus amusant de les couler. » Eh bien, si vous avez ce genre de raisonnement et d'attitude, et que vous l'exprimez publiquement comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo, comme s'il n'y avait pas de vie humaine en jeu et que couler des navires était amusant, cela n'a rien à voir avec l'Inde. Cela a à voir avec l'état d'esprit qui s'est développé à Washington, D.C., au sein de l'administration Trump, au sein du secrétaire à la guerre. L'état d'esprit du secrétaire à la guerre. Je ne pense pas que j'y verrai un message adressé à l'Inde, sauf que si l'Inde s'en offusque, eh bien, il s'en moque. Comment voyez-vous la situation dans son ensemble maintenant? Comment cela va-t-il affecter la région? La guerre dure depuis presque 2 semaines. Cela fait 12 jours que l'attaque a commencé. L'Iran semble loin de céder. Ils viennent d'élire un nouveau guide suprême, le fils du précédent, un nouvel ayatollah Khomeini. La stratégie des Iraniens semble être de punir très sévèrement les États-Unis, Israël et leurs alliés dans la région. Cette guerre pourrait durer encore un bon moment. Et puis, il y a le détroit d'Ormuz. Bien que les Iraniens ne l'aient pas officiellement fermé, il est de facto bloqué, car les navires ne peuvent plus obtenir d'assurance et sont pour ainsi dire immobilisés dans les ports pour le moment. Quelle est votre analyse de la situation et quelles sont vos attentes pour l'avenir proche et à moyen terme? I'm very pessimistic.
Je suis très pessimiste pour cette raison. Je ne pense pas qu'un changement de régime du type que les États-Unis espèrent soit possible en Iran. Maintenant, si théoriquement il y avait un changement de régime fondamental en Iran, où l'Iran ne serait plus un État idéologique et où toute idéologie, islamique ou autre, nationaliste ou quelle qu'elle soit, serait simplement éliminée du pays, et que des personnes soient mises au pouvoir avec un soutien réel sur le terrain, ayant une vision totalement différente du monde et des relations de l'Iran avec le reste du monde, prête à accepter une dictature américaine complète et le diktat israélien, car les deux iraient de pair, et qu'elles placent donc toutes leurs ressources, y compris leurs ressources pétrolières, entre les mains des États-Unis, qu'elles abandonnent complètement tout programme nucléaire, quel qu'il soit, ainsi que leur programme de missiles, et qu'elles modifient entièrement leur rôle régional. C'est ce que veulent les États-Unis et Israël. Cela n'arrivera pas. Maintenant, si cela n'arrive pas, et qu'il existe une sorte de solution ou d'arrangement qui laisse le régime en place, une sorte de compromis sur les questions qui troublent la relation, cela signifie que la question nucléaire avec l'Iran ne sera pas complètement résolue de la manière dont les États-Unis et Israël le souhaitent. La question des missiles ne sera pas réglée et le rôle régional de l'Iran ne sera pas éliminé. D'accord, ils ont perdu en Syrie. Le Hezbollah a été affaibli. Le Hamas a peut-être été affaibli. Mais il y a des populations chiites dans cette région. L'Irak est un voisin, il a une population chiite, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas comme si le rôle régional de l'Iran pouvait simplement s'évaporer. Ce sera là, ce sera là. Alors, dans ce scénario, que font les pays du Golfe? Il est assez clair que le fait d'avoir été attaqués a provoqué une grande nervosité parmi eux. Ils ont été attaqués parce que l'Iran dit « Vous hébergez des bases américaines ». Certaines voix s'élèvent maintenant pour dire « Nous pensions que les bases américaines nous protégeraient, mais au contraire, elles nous ont rendus plus vulnérables. » Mais dans le scénario que je viens de décrire, où il n'y a pas de véritable solution, comment assurent-ils leur sécurité? Ils doivent se tourner de nouveau vers les États-Unis. Ils doivent compter sur les bases américaines. Ils ne peuvent pas les supprimer, sinon ils deviendraient complètement otages d'un régime ou d'un gouvernement iranien survivant. Je ne vois donc pas de solution facile. L'erreur fondamentale qui a été commise consiste à considérer la sécurité d'Israël, je ne dis pas qu'Israël n'a pas de préoccupation légitime en matière de sécurité, mais à traiter la sécurité d'Israël comme l'élément absolument central de la sécurité, non seulement en Asie occidentale, comme on dit, mais pour le monde entier. Je veux dire, il y a d'autres pays qui ont des intérêts majeurs en matière de sécurité dans le système mondial. Il ne peut pas être question que la sécurité d'Israël soit l'alpha et l'oméga de toute politique menée par les États-Unis. Quant à savoir comment rompre le lien entre les États-Unis et Israël, je ne vois pas non plus comment cela pourrait se produire, du moins sous Trump ou même au-delà. Voilà pourquoi je suis pessimiste. C'est une situation qui prête au pessimisme et elle est très grave pour des millions de personnes dans toute la région, bien au-delà de l'Iran. Nous voyons en ce moment même comment la guerre s'étend et combien il sera difficile de la contenir de manière significative. Mais permettez-moi de vous poser une question. L'Inde est, bien sûr, le I des BRICS, n'est-ce pas? Les BRICS ont récemment été élargis pour inclure l'Iran et l'Arabie saoudite. C'est donc en réalité la première fois qu'un membre direct des BRICS est attaqué. Est-ce une source d'inquiétude pour l'Inde en ce moment, ou que pensez-vous que cela signifie pour le mouvement des BRICS en tant que voie alternative pour la construction d'infrastructures mondiales et internationales? Global infrastructure and international infrastructure building.
Vous savez, lorsque j'étais ambassadeur en Russie et que j'ai rencontré Primakov à cette époque, l'idée même du REC a vu le jour. La première réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères a commencé à ce moment-là, puis cela s'est élargi aux BRIC, sans l'Afrique du Sud, et finalement aux BRICS. C'était une réponse à l'unipolarité américaine qui était alors très présente. Et cette pensée fondamentale au sein des BRICS, selon laquelle il faut promouvoir la multipolarité, accepter qu'il existe une dispersion du pouvoir et reconnaître que le type d'hégémonie mondiale dont les États-Unis ont bénéficié grâce au dollar, à leur puissance économique, à leur puissance militaire et à leur volonté de rejeter toute supervision des Nations Unies ou du Conseil de sécurité pour agir à leur guise, signifie que ces pays, s'ils s'unissent, même s'ils ne peuvent pas immédiatement faire échec aux États-Unis, peuvent, avec le temps, développer des mécanismes pour promouvoir une vision alternative du monde. Une autre manière pour les pays d'entretenir leurs relations, de mettre en place des mécanismes économiques comme la nouvelle banque de développement, de commercer dans leur propre monnaie nationale, de se tailler un rôle plus important et de devenir un levier de pression pour réformer le système international. Cet objectif demeure, mais il s'agit d'un objectif à moyen ou long terme. Certains succès ont été obtenus, mais les États-Unis restent l'acteur le plus puissant du monde. Et si un président internationaliste dirige un pays aussi puissant, cela pose un problème encore plus grand pour le système international. Dans ce contexte, vous m'avez interrogé sur l'Inde, mais je pourrais inverser la question et en poser une rhétorique. On constate que la Russie est impuissante et que la Chine l'est aussi. Elles ont subi une défaite au Venezuela, elles n'ont rien pu faire. Et maintenant, la Russie subit une défaite géopolitique, pratiquement à ses propres frontières. Et comme elle est empêtrée en Ukraine et qu'elle entretient ce dialogue avec Trump, espérant encore que Trump puisse jouer un rôle utile, ses mains sont liées. Au-delà d'un certain soutien, elle ne peut pas intervenir dans ce conflit. Et la Chine, comme vous le savez d'après ses déclarations, s'en distancie clairement. Bien qu'elle ait reçu 80% du pétrole iranien, cela ne représente qu'environ 10% de ses importations mondiales. Elle peut donc s'approvisionner ailleurs. Elle a bien l'accord de 25 ans avec l'Iran, et l'Iran a été un élément important de la BRI, mais elle ne peut rien y faire. Maintenant, si telle est la situation en ce qui concerne les pays qui sont des acteurs très puissants et disposent de nombreux atouts, et s'ils ne parviennent pas à adopter une politique cohérente face à la situation qui s'est développée, alors l'Inde se trouve dans une position plus difficile. Nos cartes sont beaucoup plus limitées et notre dépendance nous rend bien plus vulnérables. Nous avons 9 millions de ressortissants dans le Golfe. 40 à 45% de notre énergie provient de cette région et 40% de nos transferts de fonds, environ 45 milliards de dollars, en viennent également. Nous devons donc être extrêmement prudents dans la manière dont nous gérons cela. Nous pouvons continuer à plaider pour le dialogue, la diplomatie, la fin du conflit et un cessez-le-feu, et nous pouvons apporter notre soutien aux pays du Golfe sans nous aliéner Israël ni l'Iran. Mais cela reste acceptable. Cela ne résout toutefois pas efficacement la question sur le terrain du point de vue de nos intérêts. Absolument. Je vois bien qu'il s'agit d'une situation très très délicate. Je me demandais si vous pensez que cet événement, cette guerre, va freiner le processus des BRICS. Est-ce aussi une attaque contre les BRICS ou cela va-t-il au contraire renforcer le processus des BRICS car cela souligne une fois de plus l'importance de la coopération entre ceux qui sont prêts à œuvrer pour un monde multipolaire?
Je pense que cela renforcera le consensus selon lequel les BRICS doivent être élargis et développés davantage, et que c'est la seule manière de contenir la puissance des États-Unis et leur usage débridé du pouvoir. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, premièrement. Deuxièmement, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, l'Inde devient beaucoup plus ouverte à la Chine. Hier ou avant-hier, nous avons publié notre nouvelle politique concernant les investissements chinois en Inde. Non seulement chinois, mais les investissements étrangers en général, y compris les investissements chinois. Nous avons modifié certaines des restrictions que nous avions imposées auparavant, qui n'étaient pas explicitement ou ouvertement dirigées contre la Chine, mais qui s'appliquaient aux investissements provenant de pays partageant une frontière avec l'Inde. Le meilleur d'abord cible, c'était la Chine. Comme les autres pays n'ont de toute façon pas la capacité d'investir en Inde, nous commençons à assouplir ces restrictions. Notre commerce avec la Chine a atteint 130 à 140 milliards de dollars. Bien sûr, le déficit est terrible, 100 milliards de dollars avec la Chine, mais nous n'avons pas cherché à interrompre cet échange. Cela donne à la Chine un intérêt dans notre économie, et bien sûr, nous ne pouvons pas nous en passer. Si le reste du monde ne peut pas se passer de la production chinoise dans certains domaines, comment l'Inde le pourrait-elle? Notre intérêt propre est donc également en jeu. Nous présidons le BRICS cette année. Toutes ces questions seront discutées et un consensus devra être trouvé. Ce sera une tâche délicate pour nous, car depuis que l'Iran est désormais membre, celui-ci souhaitera que sa position entière soit soutenue par les autres pays du BRICS. Mais je pense qu'ils devront maintenir une certaine forme d'équilibre. Vous avez peut-être vu que dans la déclaration de l'OCS, ce qui m'a un peu surpris, bien qu'il y ait eu une condamnation des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, aucune condoléance n'a été exprimée à propos de l'assassinat politique de Khamenei. Cela m'a étonné et j'essaie encore de comprendre pourquoi, surtout puisque le Pakistan en est également membre. Ainsi, au sein des BRICS, je pense que la diplomatie indienne sera mise à l'épreuve. Mais nous avons de l'expérience en la matière. Lorsque nous avons assuré la présidence du G20, ce fut un grand succès. L'Ukraine occupait tellement les esprits en Occident qu'ils refusaient même de parler aux diplomates russes ou de se trouver dans la même pièce qu'eux, ce genre de choses. Mais nous avons réussi à obtenir un résultat très équilibré. Un région du Pascroft consiste sur l'Ukraine. Nous serons donc en mesure de gérer cela. Mais ce sera un défi. Pour répondre brièvement à votre question, il n'existe pas d'alternative aux BRICS. Il n'y a pas d'alternative à un scénario BRICS+, dans lequel de plus en plus de pays pourraient être intéressés à se protéger contre un gouvernement américain totalement erratique et dangereux, où M. Rubio, lors de la conférence sur la sécurité de Munich, s'exprime avec une grande nostalgie à propos de l'ère coloniale et de la construction d'empires. Je pense que ces messages finissent par marquer les esprits et influenceront la réflexion des décideurs politiques. Ils devront orienter leurs programmes, leurs réflexions et leurs efforts vers la création de mécanismes alternatifs de coopération entre pays partageant les mêmes idées. Je suis content que vous ayez mentionné Marco Rubio et la conférence sur la sécurité de Munich. Je pense également qu'il est tout à fait juste de dire que les BRICS représentent le modèle à développer, car c'est le seul qui tienne la route. Mais d'un autre côté, comment évaluez-vous l'orientation des États-Unis et aussi celle de l'Europe? Et cette nouvelle rhétorique sur les sphères d'influence, l'hémisphère occidental pour les Américains et les Européens qui se lèvent et applaudissent à ces propos, cette nostalgie du colonialisme dans le Sud global, comme en Inde, comment cela est-il interprété? How is that being interpreted?
Eh bien, en réalité, cela n'est pas devenu un sujet de débat interne dans les milieux intellectuels ou les cercles de réflexion, car cela semble tellement absurde et extravagant qu'il puisse éprouver de la nostalgie pour la construction d'empires, les sphères d'influence et tout ce qui s'y rattache, ce qui a conduit aux guerres mondiales. Donc, ce n'est pas vraiment pris au sérieux. Je veux dire, le message a été entendu, et le type d'état d'esprit qui prévaut désormais en Occident devient une source d'inquiétude. Mais d'une certaine manière, on pense qu'ils ne peuvent pas être sérieux à ce sujet. Enfin, vous voyez le genre. Voilà pour une partie du problème. L'autre, c'est que l'Europe est dans un désordre total. L'Europe est aujourd'hui confrontée à de graves divisions internes. Il ne parle pas d'une seule voix. Regardez le Premier ministre espagnol. Il a fait preuve d'un courage politique macabre. Il a clairement condamné cette guerre que les États-Unis ont déclenchée contre Israël et contre l'Iran. Et il a également déclaré en réponse aux menaces de Trump d'imposer des sanctions commerciales qu'ils étaient prêts à y faire face, etc., etc. Non, ce n'est pas un petit pays, et il l'a dit. Peut-être que d'autres n'ont pas la même audace, mais pensent de la même manière. Macron parle avec une double langue. D'un côté, il dit que ce qui s'est passé est mal, mais de l'autre, il a envoyé son porte-avions et apporte un soutien total. Si vous vous souvenez de la conversation téléphonique qui était publique, il a dit à Trump qu'ils pouvaient faire de grandes choses ensemble en Iran. Maintenant, je ne sais pas ce que cela signifiait. Ce qui me surprend, c'est la position du chancelier allemand, parce qu'il est le chancelier allemand. S'il s'agissait de Maya Carlos ou de Wendell Lane, ce serait une autre affaire. Il dit qu'en ce qui concerne l'Iran, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte du droit international. Comment le chancelier allemand peut-il dire cela? Et puis, toute cette histoire de l'Europe qui veut se réarmer, qui se sent très fière de dépenser 5% ou de tendre vers 5% de son PIB pour la défense. Quelle est la perspective? S'agit-il d'une hostilité permanente envers la Russie? Car ce n'est qu'à cette condition que cela se justifierait. Est-ce réaliste? Vous avez le plus grand pays du monde qui est européen, juste à vos frontières. Et vous ne voyez aucune forme d'accommodement sur les questions de sécurité avec la Russie à long terme. Quelque chose qui pourrait apporter la paix et la stabilité à l'Europe. Sinon, l'Europe sera toujours sous pression. La Russie le serait, mais l'Europe aussi. Et supposons que dans 5 ans, ou plus tard, ils parviennent à un modus vivendi avec la Russie sur une architecture de sécurité européenne à peu près acceptable pour tout le monde. Quelle serait alors la justification de se réarmer jusqu'aux dents? Et vers qui cette puissance militaire serait-elle dirigée? Ce ne serait pas contre la Russie, alors vers qui serait-elle dirigée? L'Asie de l'Ouest. Où donc? Et puis, les problèmes économiques de l'Europe. L'Union européenne est manifestement sous une forte pression. Regardez les différences avec la Hongrie et la Slovaquie. Ce sont des membres de l'Union européenne. Et pourtant, l'Union soutient l'Ukraine contre ces pays. En d'autres termes, l'image que l'Europe projette vers l'extérieur est celle d'une incohérence croissante, de divergences internes, de faiblesse et d'une absence de stratégie claire pour l'avenir. Ainsi, vous savez, pour nous, nous venons de signer l'accord de libre-échange avec l'Europe et nous considérions l'Europe comme une alternative à nos relations avec les États-Unis qui sont préoccupantes. Je devrais d'ailleurs mentionner ceci. Le vice-secrétaire d'État américain est venu au dialogue de Raisina il y a quelques jours et dans son discours, il a dit beaucoup de choses positives sur la coopération avec l'Inde, mais il a aussi déclaré « Soyons francs, nous n'allons pas permettre à l'Inde de devenir une autre Chine et de rivaliser avec nous. » Ah vraiment? Il a dit ça? Il a dit ça? En face de tout le monde.
Yes. Now, this will be registered by everybody. Oui, maintenant tout le monde en prendra note. D'après mes propres discussions, je sais qu'il y a toujours eu dans l'esprit de nombreux Indiens la conviction que les États-Unis veulent garder l'Inde dans leur orbite, de manière à pouvoir calibrer et contrôler notre ascension. Mais il l'a dit ouvertement. Nous pensions donc pouvoir gérer l'Europe, car l'Europe est plus facile à appréhender. L'Europe dispose de technologies, d'un potentiel d'investissement, d'un vaste marché de consommation. Nous avons un commerce à peu près équilibré avec elle. Nous envisagions donc l'Europe comme une alternative viable. Mais si l'Europe dérive, alors nos espoirs pourraient être en partie déçus. Then our hopes may be partially belied. Yeah, and I feared that for us. Oui, et tu sais, je craignais que, aussi extravagants que puissent paraître ces discours coloniaux, c'est bien ainsi qu'ils fonctionnent. C'est en réalité leur état d'esprit. Non pas quelque chose qui serait apparu au cours de la dernière année de la présidence Trump, mais quelque chose qui a toujours existé, simplement recouvert d'un vernis de discours libéral, de langage libéral. Et maintenant, c'est à découvert, et ils deviennent de plus en plus flagrants à ce sujet. Je veux dire une chose pareille en face des Indiens est très révélateur. Cela montre qu'ils sont sérieux dans leur volonté de reconstruire l'hégémonie américaine et de l'exercer aussi pleinement que possible. N'est-ce pas une source d'inquiétude en Inde en ce moment ou dans ton entourage? C'en est une. It is a worry. It is a worry. But Mais je vais aussi aborder ce que vous avez demandé, ce que je n'ai pas vraiment traité directement, les sphères d'influence dans le monde des affaires. the spheres of influence business. Hmm. Now, okay, United States says Monroe Doctrine. Bon, d'accord, les États-Unis parlent de la doctrine Monroe, et disent que l'hémisphère occidental leur appartient. Voyons comment ils vont gérer l'ULA et le Brésil sur ce point. Mais laissons cela de côté. La Russie a une sphère d'influence en Asie centrale et dans son voisinage proche, la Biélorussie, l'Ukraine ou d'autres encore. Et la Chine a une sphère d'influence dans le Pacifique oriental, le Pacifique occidental. Tout d'abord, la Chine y est contestée. Je veux dire, le Japon est là. La Corée du Sud est un pays important, mais le Japon est un pays d'un autre type. Et Takeshi a été très clair. Elle n'acceptera pas les Chinois, compte tenu de la manière dont les Chinois ont été si brutaux envers elle, y compris Wang Yi lors de la conférence de Munich sur la sécurité. So brutal against her, including Wang Yi at the Munich Security Conference. You see the language. It is, Vous voyez, le langage, ce n'est pas du baratin. En réalité, nous assistons à la destruction du Japon si ce pays continue sur cette voie. Maintenant, l'Inde. Pourquoi l'Inde accepterait-elle la sphère d'influence de la Chine en Asie? Je veux dire, si cela se limite à l'Asie de l'Est, soit. Mais il y a toute une Asie au-delà de l'Asie de l'Est. L'Inde ne veut pas accepter la sphère d'influence de la Chine. Et comment la Chine exercera-t-elle sa sphère d'influence dans notre région du monde? Donc, ce genre de discours absurde sur les sphères d'influence ne fonctionnera pas efficacement sur le terrain. Encore moins le non-sens du G2 dont Trump a parlé par le passé. Il n'y a aucune chance que même la Russie accepte un G2. Donc, en un sens, l'Inde rejette pour le moment tout ce cadre et dit « Très bien, vous pouvez dire ce que vous voulez et faire autant de bruit que vous voulez. Au bout du compte, vous n'arriverez pas à forcer tout le monde à se ranger dans un camp ou dans l'autre. Il y aura toujours différentes puissances, et l'Inde en fera partie. Ainsi, dans cette optique, vous considérez les États-Unis et la Chine comme problématiques, tandis que des pays comme le Japon, probablement davantage comme des partenaires avec lesquels coopérer, et l'Europe également, afin de créer une certaine forme d'équilibre stratégique. Est-ce bien cela l'approche? Eh bien, je ne pense pas que la Chine, je veux dire, je ne suis pas du tout un grand admirateur de la Chine, mais je ne pense pas que la Chine soit à l'aise avec l'idée d'un G2, pour diverses raisons. Tout d'abord, les États-Unis ont environ 800 bases dans le monde, ou quelque chose comme ça,
et la Chine en a une à Djibouti. Elle pourrait en obtenir une autre au Pakistan. Elle n'a donc pas la capacité d'opérer efficacement en dehors de sa zone limitée. Non, sur le plan militaire. Là où elle pourrait être une sorte de G2, c'est sur le plan économique, en raison de l'emprise considérable qu'elle exerce aujourd'hui sur les technologies avancées. Grâce à l'initiative Belt and Road, ils sont les plus grands partenaires économiques de la plupart des pays du monde, y compris les États-Unis. Ils exercent désormais une grande influence au sein de l'ONU. En fait, ils en sont le deuxième plus grand contributeur et y occupent un poste très important. Ils continueront donc à exercer leur influence par le biais des mécanismes onusiens et à rallier le soutien des pays en développement, et ainsi de suite. En ce sens, c'est un pays redoutable. Et dans certains domaines, cette idée de G2 peut fonctionner de manière limitée, mais pas dans un sens politique ou géopolitique plus large. Pas du tout. Oui, je pense que de telles approches sont vouées à l'échec. Mais néanmoins, nous sommes toujours confrontés à la réalité selon laquelle les États-Unis cherchent apparemment à l'imposer. Peut-être pas seulement le G2, mais leur propre hégémonie et domination, surtout dans leur propre arrière-cour. C'est un nouveau paradigme pour moi, comparé, disons, à il y a seulement 10 ans, quand la mondialisation et l'intégration de tout étaient tellement vantées. Nous parlions alors de sujets comme la responsabilité de protéger, et ainsi de suite. Recourir à la force uniquement lorsque c'était absolument nécessaire. Et maintenant, il me semble que nous sommes dans un paradigme différent. Comment percevez-vous le paradigme actuel? Quel est l'élément définissant de cette ère, à laquelle nous n'avons pas encore vraiment donné de nom, je suppose? Je dirais que Trump a complètement bouleversé le système mondial, politiquement, économiquement, sur le plan commercial et même géopolitiquement. Il l'a fait par l'exercice brut du pouvoir, par des tentatives débridées d'imposer sa volonté, par un pur esprit de transaction. En réalité, ce que Trump fait à l'étranger est une manifestation extérieure de ses politiques intérieures. Il est guidé par ce qui se passe chez lui. Je ne parle pas seulement des dossiers Epstein, mais aussi d'autres choses. C'est donc là que réside le problème. En même temps, les États-Unis font face à de nombreux défis venus d'ailleurs. La Chine, bien sûr, pour commencer, et la Russie. Après tout, la Russie est engagée dans une guerre avec l'OTAN, et l'Inde, de son côté, développe un discours international qui cherche à être aussi indépendant que possible. Et nous n'avons pas cédé à la pression des États-Unis sur tous les sujets. Sur certains points, oui, lorsque nous estimons ne pas avoir de défense en matière de sanctions, par exemple, car notre secteur privé ne veut pas risquer d'enfreindre les sanctions américaines. Dans cette mesure, notre marge de manœuvre se trouve limitée. Mais là où nous ne sommes pas vulnérables de cette façon, nous tenons bon. À mon sens, le monde est en pleine mutation. Tous les forums de coopération qui existaient se sont affaiblis. Je pense notamment au système des Nations Unies, qui a été fragilisé parce que les États-Unis eux-mêmes se sont retirés de 66 organisations internationales, y compris des plus importantes, et qu'ils n'accordent plus d'attention ni au Conseil de sécurité, ni à l'ONU en tant que tel. Ainsi, le monde est devenu fragmenté, ce qui, à mon sens, justifie la logique de la politique étrangère de l'Inde, l'alignement multiple. Nous prendrons parti, nous nous alignerons sur certaines questions. Ce sera donc une diplomatie fondée sur les enjeux et non transactionnelle, car on peut facilement confondre les deux. Le transactionnel, c'est autre chose. Mais fondée sur les enjeux signifie que, là où nous estimons que nos intérêts sont servis en nous rangeant du côté des États-Unis, nous le ferons, comme dans le cas du Quad, des exercices conjoints et de tout ce que j'ai mentionné. Et nous essayons
également d'approfondir nos liens technologiques avec les États-Unis et d'acheter davantage d'équipements de défense pour satisfaire leurs entreprises du secteur, tout en maintenant le cœur de notre relation avec la Russie, qui est très, elle ne sait pas abandonnée. Garder une ouverture envers la Chine, maintenir des relations très solides avec Israël, mais aussi des relations fortes avec les pays du Golfe. Garder nos portes ouvertes à l'Iran. Se concentrer sur notre voisinage, être plus actif dans l'océan Indien, car c'est notre zone, c'est notre périphérie. Nous avons considérablement renforcé nos liens avec la Chine et avec l'Australie. Une grande partie de l'attention est portée sur le Japon, car nous avons des intérêts communs. Nous construisons actuellement des liens beaucoup plus solides avec le Brésil, de manière réciproque. Lula était en Inde il y a quelques jours avec 200 ou 300 hommes d'affaires, et je pense que les perspectives sont vraiment bonnes. Donc davantage d'attention à l'Amérique latine. C'est ce que l'Inde essaye de faire dans ce système fragmenté. Comprendre comment nous pouvons y naviguer en gardant un pied dans chaque domaine possible. Je trouve que c'est une approche très intelligente. Aussi parce que, vous savez, ma définition préférée de la neutralité vient de Thucydide, qui disait « Soyez amis avec tous et ennemis avec personne ». En somme, entretenir des amitiés de tous côtés constitue en réalité une bonne politique de sécurité et de commerce, bien sûr. Mais le camp qui, historiquement, a beaucoup de mal à comprendre cette forme de politique étrangère, c'est l'Occident, car il a tendance à raisonner en termes de « nous » ou « eux », avec nous ou contre nous. Et nous avons vu des situations où votre ministre des Affaires étrangères, M. Jaishankar, a dû expliquer cela à des publics entiers en Occident en disant « Écoutez, nous pratiquons la multi-alignement parce que cela a du sens pour nous. C'est bon pour nous. Et chaque pays doit veiller sur son propre peuple. » Pensez-vous qu'il y aura des moyens pour l'Inde de bien faire passer ce message et au final de convaincre l'Occident que non, cet multi-alignement a vraiment du sens? Je pense que, dans une certaine mesure, les États-Unis ont accepté cela à contre-cœur, car ils savent qu'ils ne peuvent pas pousser l'Inde trop loin sans risquer de la perdre et de compromettre leurs véritables intérêts en Inde à l'avenir. La raison en est que la Chine représente un enjeu, un problème. La Chine exerce une concurrence féroce et dispose de l'avantage dans de nombreux domaines. Mais l'Inde est en pleine ascension, déjà la 4e économie mondiale, et d'ici 2030, elle sera certainement la 3e. Si l'on projette plus loin, d'ici 2035 et au-delà, nous pourrions atteindre une économie de 19 à 20 000 milliards de dollars, et d'ici 2050, 35 000 milliards. C'est un immense marché avec une population très jeune et une forte demande de consommation refoulée. Alors pourquoi perdre ce marché? Vous savez, le plus grand nombre de personnes travaillant dans la technologie des semi-conducteurs sont des Indiens. Et le deuxième plus grand nombre dans l'intelligence artificielle sont également des Indiens. Il existe donc un immense vivier de talents. Les entreprises occidentales, et désormais européennes, se sont jointes au mouvement pour créer des centres de compétences mondiaux en Inde afin de tirer pleinement parti du capital humain du pays. Et puis, il y a la question des données. Si les données représentent l'avenir, l'Inde en produit le plus, avec ses 1,4 milliard d'habitants. Contrairement à la Chine, qui contrôle ces données, l'Inde n'est pas en mesure de le faire. C'est pourquoi Google, Meta et toutes ces entreprises ont publiquement annoncé un engagement d'investissement de 50 milliards de dollars dans ce domaine au cours des 10 prochaines années. Ainsi, s'ils tentaient de faire pression sur l'Inde au-delà d'un certain point, ils perdraient. En ce qui concerne l'Europe, celle-ci est désormais assez claire sur sa position. Et c'est pour cela que cet accord de libre-échange avec l'Europe a été signé très rapidement.
The whole thing got accelerated because Europe now says Tout cela s'est accéléré parce que l'Europe dit désormais, écoutez, notre problème, c'est les États-Unis d'Amérique, et c'est un problème structurel. Ce n'est pas juste quelque chose de passager. Ils veulent donc d'autres partenaires. Ils ne peuvent pas se tourner vers la Chine, c'est un concurrent systémique. La Chine anéantirait leur industrie automobile et d'autres secteurs s'ils lui donnaient un accès total. L'Inde est donc un partenaire sûr. Ils peuvent coopérer avec l'Inde sans que celle-ci ne pose le même type de défi. Et ils peuvent influencer le système démocratique indien de l'intérieur, contrairement à la Chine, où cela leur est impossible. Mais ici, ils le peuvent, par le secteur privé, par les think tanks, par les médias, qui, je le constate déjà, exercent une influence considérable. which is already I can see the tremendous influence. You know, By control, I Par suppose contrôle, je suppose que tu veux dire observer ce qui se passe à l'intérieur du système. Non, non, non. Influencer. Ah d'accord. Oui, oui. yes, yes, the influence, policy making and Influence, So, élaboration des politiques et récits. Europe is turning towards Donc l'Europe se tourne vers nous et nous nous projetons comme un leader du Sud global. the global south. Oui, mais nous ne sommes pas les seuls leaders du Sud global. Donc nous ne devrions pas adopter une attitude qui ferait que d'autres commencent à s'irriter à l'idée que l'Inde cherche à les diriger. Mais ils savent que l'Inde n'agit pas comme la Chine, ni comme l'Occident l'a fait jusqu'à présent. Ils acceptent donc notre leadership, entre guillemets en ce sens, en tant que voix du Sud global. Nous avons organisé des conférences intitulées La Voix du Sud global à 3 reprises maintenant. Nous avons une politique africaine. Et comme je l'ai dit maintenant avec l'Amérique latine, nous faisons des avancées dans cette direction, puis avec le Japon et tout le reste. Donc l'Inde s'en sort plutôt bien. Is managing reasonably well, I think. Challenge. Je trouve que ces réflexions étaient vraiment très intéressantes, Dr. Sibal. J'ai beaucoup apprécié vos explications. Pour les personnes qui souhaitent vous suivre, je pense qu'elles devraient vous chercher sur Twitter. Mais y a-t-il un autre endroit où vous publiez régulièrement vos réflexions ou vos analyses? maybe your thoughts or your analysis. Well, I write a lot. Eh bien, And, j'écris beaucoup. Et maintenant que j'ai ton adresse email, je vais t'ajouter à ma liste. Je fais aussi beaucoup de podcasts ici, mais avec les podcasts, tu sais, il faut du temps, 30 ou 40 minutes, et tout le monde n'a pas ce genre de temps. Alors je t'épargnerai les podcasts, mais je t'enverrai les articles, bien sûr. But I'll send you the articles, certainly. Yes, please. And I Oui, will, bien put sûr. the link Et je mettrai un lien vers votre profil X dans la description sous cette vidéo. Monsieur le secrétaire et Dr. Sibal, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Avec plaisir, avec plaisir.